Bonjour Antoine Schell. Bonjour. Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Eureco. On est là aujourd'hui pour un peu élargir nos horizons, on va dire, et parler de développement d'entreprises à l'international. Mais tout d'abord, quelques mots peut-être pour vous présenter. Vous êtes le cofondateur de Shopopop, une entreprise nantaise dont vous avez récemment fêté les 9 ans, je crois. Exact. Et vous vous êtes fait connaître avec un concept un peu original qui est celui de la livraison entre particuliers. Expliquez-nous un peu de quoi il s'agit. Alors, la livraison entre particuliers, le cotransportage ou la livraison collaborative, c'est un système finalement assez bête. C'est celui de livrer ses voisins. Je me déplace, je profite de ce trajet et je livre quelqu'un sur mon trajet en passant devant un magasin où il y a eu des courses de commander. C'est quel genre de courses C'est beaucoup de courses alimentaires, mais on va livrer aussi tout type de commerce de proximité, des fleuristes, du pressing, du textile, l'électroménager, toutes sortes de choses en fait, partout en France, que l'on soit en ville ou à la campagne. Et donc cette personne qui va nous amener nos courses, elle est rémunérée ou elle fait ça gracieusement? Tout à fait. Alors ouais, elle gagne quelques euros, un peu comme le covoiturage au final, où il y a une compensation sur les frais de déplacement. Et puis voilà, donc ça crée une autre relation à la livraison, puisque la personne faisant une livraison dans la journée a le temps pour le petit mot gentil, dans certains cas aider à ouvrir des packs d'eau, à monter les courses, enfin, aller un peu plus loin qu'un livreur classique qui pourrait, si vous êtes un peu long à ouvrir la porte, laisser un avis de passage. Donc on est vraiment sur une autre façon de faire la livraison. Donc créer un peu de lien, si je comprends. C'est l'idée. Donc alors Shopopop, en préparant cette émission, vous m'avez dit c'est plus de 10 millions de livraisons, Ouais. 1,5 million d'utilisateurs, 140 salariés, et c'est aussi un développement à l'international, c'est le sujet du jour. Dans quel pays vous êtes présent aujourd'hui chez Shopopop? Alors aujourd'hui on est au Benelux, on est également présent en Italie et en Espagne. D'accord, vous avez peut-être d'autres pays que vous voulez explorer prochainement? Oui, tout à fait. Alors on a déjà fait des tentatives au Portugal et en Allemagne qu'on a ouvert et refermé, je pense qu'on y reviendra. Et puis aussi on regarde très attentivement l'Angleterre, qui est un énorme marché sur la livraison à domicile. D'accord. Tout l'international aujourd'hui, chez Shopopop, ça représente quoi au sein de votre activité? Je dis peut-être n'importe quoi, c'est quoi? C'est un tiers de votre activité? Et puis l'objectif à terme, c'est quoi? Alors aujourd'hui, on est plutôt autour de 5-6% de notre activité. On travaille en relation finalement avec des grands distributeurs, des grandes entreprises où les temps de décision sont parfois un peu longs. Vous pouvez donner quelques exemples ou est-ce que ça reste confidentiel? Bien sûr. Non, au contraire, on travaille par exemple en France avec Carrefour, Leclerc, Auchan, Système U, Intermarché, enfin toute la grande distrie en général et aussi d'autres enseignes hors grande distrie alimentaire. Et on retrouve les équivalents dans les autres pays. Alors des fois, on trouve des Carrefour en Italie ou en Espagne, par exemple, ou en Belgique, mais ils n'ont pas forcément de lien avec la France. Ou on va retrouver Conad, par exemple, qui ressemble un peu à Leclerc, ou Mercadona en Espagne, qui vont être aussi des entreprises où il va falloir expliquer notre concept, faire en sorte que ce soit accepté localement. En France, on a une pénétration du e-commerce alimentaire qui est assez forte, notamment via le Drive, et ce n'est pas forcément le cas dans tous les pays. Donc il faut faire ce travail d'évangélisation qui prend du temps, mais qui est important. C'est important d'être là assez en avance pour pouvoir s'installer sur le marché. Donc vous nous le dites, Italie, Espagne, Benelux, bientôt Royaume-Uni. Pourquoi avoir choisi spécifiquement ces marchés pour se lancer et pas, je ne sais pas, être parti aux États-Unis d'abord? On aurait pu. Mais alors il y a déjà une logique de proximité qu'on avait imaginée, notamment avec des partenaires, on va dire, liés. On retrouve alors anciennement des Cora, mais aussi des Carrefour et des Intermarchés en Belgique. On retrouve Carrefour aussi en Italie et en Espagne. Donc ça semblait être assez logique finalement d'aller sur ces marchés-là. Et ensuite, ça a été des rencontres de prospects lors de salons internationaux qu'ils ont fait, tiens, il y a telle enseigne qui pourrait être partante pour lancer un test en Italie. Allons-y, puisqu'on part avec un premier client. Donc, comment vous avez choisi de vous développer? Cette question est peut-être un peu large, mais est-ce qu'il faut y aller pays par pays? Est-ce qu'il faut ouvrir plusieurs pays en même temps? Vous avez choisi l'Europe d'abord. Est-ce que justement la proximité, c'est important? Comment est-ce que vous avez réfléchi un peu concrètement? À l'international, c'est un vaste sujet. On peut aller, le monde est grand. Et nous, on a toujours voulu faire un acteur européen. C'est pour ça qu'on s'appelle Shopopop et pas livre à domicile ou quoi que ce soit. Donc, on a toujours eu ça en tête. Après, ouvrir un pays ou plusieurs d'un coup, en proximité ou pas,
Aller aux États-Unis, c'est clairement un pas de géant. Il faut des capitaux monstres pour aller là-bas. Donc on n'était pas encore prêt à faire ça. On veut tenter notre capacité à se déployer à l'international avant d'aller sur ce genre de trucs. Et puis après, la question de un pays, plusieurs pays, nous on a fait le choix délibéré de lancer 3 pays d'un coup. Pour pouvoir valider différents aspects ou invalider des aspects. Parce qu'on sait qu'à l'international, il y a beaucoup de risques que ça ne marche pas. Donc, on voulait voir est-ce que l'échec est lié à un facteur humain. Et, spoiler, c'est 90% des cas. À un problème de marché, à un problème de techno. Toutes ces choses-là, en fait, on cherche à les valider. Si on rate un marché, il est difficile finalement de se dire quel angle n'a pas fonctionné. Alors que si on est sur 3, on peut faire des comparatifs, voir la vélocité commerciale, la réaction de nos partenaires sur place, les attitudes que l'on a aussi chez nous. Et donc c'est cet axe à trois techniques. Donc c'est pour ça que dans nos premiers pays, on a ouvert le Portugal par exemple, où il y a Leclerc, Intermarché, Auchan. Donc on s'est dit go, on a les premiers contacts intéressants notamment avec des Leclerc. Et finalement, on s'est rendu compte que le e-commerce alimentaire, la livraison n'était pas si développé que ça reste un pays de 10 millions d'habitants, donc pas si énorme que ça in fine. Donc on reviendra plus tard. On a créé des contacts, on a testé des choses. Mais c'est trop tôt. D'accord, vous avez pris le droit de vous tromper dans un sens. Bien sûr, faut surtout pas partir avec l'épée de Damoclès qu'il faut que ça passe. Non, c'est beaucoup trop ambitieux. D'accord. Antoine Schell, avant de poursuivre, je propose que l'on écoute Romain Roux, qui est journaliste au sein de la rédaction du Télégramme et du Mensuel de Rennes, pour un zoom sur les entreprises bretonnes à l'international. Très bien. La Bretagne est une terre d'explorateurs, est-elle aussi une région d'exportateurs? Eh bien, oui et non. La région représente 4% du PIB de la France et seulement 2,2% de ses exportations, ce qui en fait la 12e région exportatrice de France. Il faut dire aussi que c'est l'une des plus petites de l'Hexagone. Si on ajoutait au hasard la Loire-Atlantique, le classement serait sans doute bien différent. Pour autant, la Bretagne tire son épingle du jeu dans quelques domaines. Ça ne vous étonnera pas, les produits agricoles made in BZH cartonnent dans le monde. Avec près de 5 milliards d'euros d'exportation en 2023, l'industrie agroalimentaire est de très loin le premier secteur breton à l'international. Alors, il y a quand même des ombres au tableau. Les ventes à l'étranger ont légèrement baissé l'année dernière et surtout, la Bretagne importe plus qu'elle exporte dans ce domaine. Sur le podium des secteurs bretons qui exportent le plus, surprise, les cosmétiques et produits chimiques occupent la 2e place. De ce côté, les nouvelles sont meilleures puisque la Bretagne est en excédent commercial et cet excédent s'est encore creusé en 2023. Enfin, 3e secteur breton le plus exportateur, les matériels de transport, à commencer par l'industrie automobile, une industrie qui s'est bien portée elle aussi en 2023 avec une hausse de 24% de ses ventes à l'étranger, notamment vers l'Italie et l'Espagne. Alors tentons d'être un petit peu plus concrets sur cette grande aventure de l'international. Vous nous avez dit il y a des risques, il y a des opportunités aussi. Comment est-ce qu'on se prépare un peu concrètement à l'international? On se fait accompagner, je suppose, peut-être pas. Je suppose qu'aussi on fait des études de marché. Comment est-ce qu'on avance à ce moment-là? Alors nous, au tout début, comme je disais, c'était vraiment notre vision d'aller à l'international, donc c'était pas vraiment une question d'y aller. Et ensuite, notre marché, il est très naissant en fait. C'est pas, je sais pas, on fait une boîte de tuyauterie, on va regarder comment la tuyauterie fonctionne dans X ou Y pays. Nous, on le crée ce marché-là. Donc, il faut voir quelles sont les similitudes qu'on peut retrouver avec le marché. Donc, on va plutôt regarder finalement. On va regarder sur le web un peu ce qui se passe, comment les enseignes travaillent avec leurs clients finalement en ligne. Et puis après, on va rencontrer des clients, enfin des prospects, pour voir comment en fait, quand on leur parle de livraison collaborative, de co-transportage, ils réagissent. Et quels sont les bloqueurs qu'ils peuvent avoir, des bloqueurs un peu culturels, des bloqueurs économiques, toutes ces choses-là qu'il faut qu'on arrive à décortiquer et à leur montrer que c'est possible. Donc c'est vraiment une approche très, très terrain finalement que l'on a utilisée pour pouvoir finalement faire fonctionner notre système. Et est-ce que vous avez eu recours, je ne sais pas, à des cabinets un peu spécialisés sur ce genre de choses? Je sais que dans les régions aussi, dans les CCI, il y a des services dédiés à tout ça pour aider les entrepreneurs. Est-ce que ça a été votre cas? Alors nous, on s'est plutôt appuyé sur des cabinets, notamment sur la partie légale, parce que finalement, nous,
on touche à plusieurs choses. On touche à l'économie collaborative, qu'on connaît par Le Bon Coin, Vinted ou le covoiturage. Et puis on va aussi regarder ce qu'est le droit du transport, le droit du travail. Et puis, globalement, c'est sur ces points-là qu'on travaille. Donc il faut vraiment que sur le point de vue légal, local, on soit au carré pour pouvoir commencer ce développement. Donc c'est l'un des principaux sujets qu'on check vraiment en amont. Et ensuite, on a eu des visites, des aides à la prospection, notamment avec Business France, qui nous permet de faire des découvertes, que ce soit au UK qu'on a mentionné tout à l'heure, en Espagne ou en Italie, pour participer à des salons, avoir un peu un pavillon. Alors généralement c'est France, on n'est pas encore dans le commerce, Bretagne commerce international, mais on travaille principalement avec Business France aujourd'hui. Et comment vous avez fait pour recruter? Parce que je suppose que alors soit on peut recruter en France, soit on peut recruter là-bas, mais ce n'est pas forcément une chose simple dans les deux cas. Comment est-ce que vous avez fait? Alors nous on a toujours privilégié le local. Moi je considère que c'est beaucoup plus facile de vendre à un Italien quand on est italien, ou espagnol pour un espagnol. Et ça c'est vraiment important. Donc en fait on est allé sur place faire du recrutement. Et à vrai dire, c'est là où on a été un peu amateur, où on aurait dû faire, à mon avis, plus confiance à des cabinets de recrutement locaux pour pouvoir nous aider sur ces recrutements, puisque il faut trouver la bonne personne avec, on va dire, les biais locaux. Par exemple, au Portugal, je me souviens, j'étais assez surpris que personne venait avec de quoi noter en entretien. Alors bon, c'est un truc de country manager, c'est un peu important, c'est pas con d'avoir des notes et tout. Personne. Oui. Et moi, je trouvais que c'était un peu bizarre de venir un peu les mains dans les poches à ce type d'entretien. Donc c'est un mini-exemple sur des biais locaux qui donne une drôle d'impression, alors qu'a priori, c'est normal. Et c'est un petit exemple par rapport à tout ce qu'on peut rencontrer, mais effectivement, je pense que se faire accompagner, c'était à refaire, on aurait fait plus tôt. On le fait désormais, mais on l'aurait fait plus tôt. Écoutez, merci Antoine Scholl pour tous ces trucs et astuces sur l'international. Avant de terminer cette émission, je vous propose qu'on écoute Le Plus de l'expert par Banque Populaire Grand Ouest. Très bien. En quoi consiste le private equity? Cette catégorie d'investissement s'est démocratisée ces dernières années suite à une importante volatilité des différentes classes d'actifs, engendrant des variations de rendement. Le capital investissement ou private equity permet justement de sortir de cette logique aléatoire en investissant en direct ou via des fonds dans le capital de sociétés non cotées. Cet apport de capitaux aux PME soutient l'économie en accompagnant leur développement pour dynamiser leur croissance. La sélection des entreprises, des secteurs d'activité ou géographiques est souvent déléguée à des fonds spécialisés, ce qui évite tout souci de gestion. En contrepartie d'absence de liquidité, les rendements peuvent être attractifs, environ 15% par an pour une durée de 10 ans. En résumé, selon votre profil investisseur, le private equity est un bon conseil de diversification des placements pour celles et ceux qui souhaitent soutenir l'économie réelle tout en veillant à y consacrer une part maîtrisée, soit 5 à 10% du patrimoine global. C'est la fin de ce numéro d'Eureco consacré au développement des entreprises à l'international. En France, l'export est un levier de développement sur lequel les entreprises misent finalement assez peu, surtout les plus petites d'entre elles. Fin 2022, la France comptait près de 5 millions d'entreprises, mais seulement 145 000 présentes à l'international. Pour booster ce chiffre et accessoirement faire revenir la balance commerciale du pays dans le vert, le gouvernement a sorti l'artillerie lourde en 2023, un plan à 125 millions d'euros ayant pour objectif d'atteindre 200 000 entreprises présentes à l'export en 2030. Ce plan est piloté par Business France, une agence de l'État dirigée jusqu'ici par Laurent Saint-Martin, le même Laurent Saint-Martin qui, en septembre, est devenu ministre du budget du gouvernement Barnier, avec la lourde tâche de trouver 60 milliards d'euros d'économies en 2025 pour redresser les finances. Le plan export à 125 millions d'euros fera-t-il les frais de ce grand coup de rabot budgétaire? L'histoire ne le dit pas encore. Ce que l'on sait en revanche, c'est que pour faire des économies, Laurent Saint-Martin n'a pas épargné son ancienne maison. Le ministre prévoit en effet une fusion de Business France avec une autre structure, Atout France, chargée quant à elle du développement du tourisme à l'international. À la clé, une réorganisation des réseaux et une mutualisation des moyens, comprendre une baisse des effectifs et une baisse du budget. Les anciens collègues de Laurent Saint-Martin apprécieront certainement. À bientôt.